et bienvenue. Samedi 15 janvier, voici les grands titres de l'actualité. La relance de l'industrie, un défi sur lequel mise l'Algérie. Les dernières décisions annoncées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, réunissent toutes les conditions idoines pour l'investissement. C'est le grand format de ce midi. La flambée des contaminations au Covid-19 se poursuit au vu du bilan quotidien du ministère de la Santé. Des chiffres appelés à augmenter si les gestes barrières ne sont pas respectés, au niveau des transports en commun ainsi que dans les grandes surfaces. Staffan de Mistura, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, est ce samedi dans les camps de réfugiés à Tindouf, où il rencontre des dirigeants sahraouis pour discuter des voies et moyens de relancer le processus du règlement du conflit dans la dernière colonie d'Afrique. Nous irons par la suite à Tizi Ouzou, dans un village, pour vous parler de traditions ancestrales à préserver. Et toute la beauté du lieu nous témoigne de la volonté de ses habitants d'en faire un livre ouvert d'histoire. Un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bonjour. Faire de 2022 l'année de la relance de l'industrie, c'est le défi sur lequel mise l'Algérie. Les dernières décisions annoncées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, réunissent toutes les conditions idoines pour l'investissement. C'est le grand format de ce midi et c'est signé Emel Bouakba. 2022 amorce une nouvelle étape pour l'économie nationale avec l'entrée en vigueur des mesures incitatives favorisant le climat des affaires à la faveur des dernières décisions du président de la République. Nous nous sommes rapprochés des investisseurs pour voir ce qui va concrètement changer et leurs attentes pour sortir le secteur de l'industrie de l'ornière. L'un des soucis majeurs soulevés concerne l'accès au foncier industriel. Rien que dans la wilaya de Blida, 2000 demandes pour l'accès à des assiettes foncières ont été déposées depuis 2012 à ce jour. La création de l'Agence nationale du foncier industriel reste très attendue. On salue cette initiative qui va éliminer pratiquement toute la bureaucratie qu'il y a au niveau administratif. Donc en ce moment, cette agence, une fois installée, on va prendre contact avec eux pour qu'on puisse développer ensemble des zones industrielles structurées. Il y a certains points qui sont positifs, qui donnent de l'espoir, c'est tout, ils donnent de l'espoir. Mais il faut que ce soit du concret. Il faut que ce soit du concret parce que quand on parle dans le domaine avec le président de la République ou les ministères, il y a certaines informations qui nous sont transmises. Mais au niveau des banques, au niveau des... ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas informés, ils ne veulent pas réagir. La seule autorité compétente ici, par exemple, c'est les Weli, ils sont très impliqués avec nous. Si sur le plan des entraves bureaucratiques, des assouplissements sont d'ores et déjà palpables sur le terrain, d'autres difficultés sont abordées par les industriels. Pénurie de matières premières, le papier, donc essentiellement. En Algérie, on n'a pas d'unité de fabrication de papier. Pour vraiment penser à ce secteur d'activité et monter des usines de fabrication de papier. Matières premières, du transport et de l'administration en général. On a toujours de l'espoir dans notre pays et nous avons toujours de l'espoir dans notre gouvernement. Sinon, on ne serait pas là. Parce que ça fait longtemps qu'on aurait mis la clé sous le paillasson. Vous savez, on a passé 3 années vraiment très très dures. Et c'est aujourd'hui que nous sommes en train de tout doucement de revoir un peu cette lueur et cet espoir que notre président est en train de le certifier sur le terrain par le biais de son médiateur. Les matières plastiques sont toutes importées. Il n'y a aucune fabrication en Algérie. Ce qui concerne la pétrochimie. Donc la pétrochimie, c'est un secteur que l'Algérie a les moyens. Le pétrole, le gaz, les matières premières sont disponibles. Il suffit de créer des entreprises de la pétrochimie pour fabriquer les matières plastiques. On espère qu'il y aura une bonne relance économique. La relance économique, l'objectif c'est quoi? C'est gagnant-gagnant. C'est pour sauvegarder des emplois. En matière de relance économique, le rôle du secteur agricole est lui aussi prépondérant. D'autant que ce secteur présente des perspectives prometteuses d'exportation et donc de revenus hors hydrocarbures. L'année 2022, c'est une année, je pense que c'est une année de l'export.
Ça commence à bouger, sincèrement. On voit et on constate qu'il y a un peu une liberté. Sauf qu'il faut consulter les exportateurs et les agriculteurs, une certification des produits algériens. On essaie de leur expliquer d'exonérer tous les produits de terroir d'une grande valeur ajoutée, sa destination Algérie vers l'étranger. On a tout à gagner, la création d'emplois, la création de tout le monde de travail. Et là, ça concerne le rural, la femme rurale, ça concerne les petites agricultures, l'agriculture familiale. L'entrée en vigueur d'un nouveau code des investissements de l'Agence nationale du foncier industriel, l'application des mesures de facilitation prévues dans la loi de finances 2022, ainsi que la levée des obstacles bureaucratiques sont de nature à libérer l'investissement et promouvoir le produit national. Cap vers le sud du pays, une cérémonie de distribution d'autorisation de construction et d'exploitation a été organisée à Ouargla au profit des investisseurs. Une initiative qui facilitera l'investissement dans la région et développera l'économie de la wilaya. Walid Yousfi. Mettre fin aux entraves bureaucratiques et encourager l'investissement dans la wilaya de Ouargla, c'est le pari qu'entreprennent de relever les autorités locales pour développer l'économie dans la région. Un objectif qui se concrétise de plus en plus à travers cette cérémonie de distribution d'autorisation de construction et d'exploitation aux investisseurs venus des 4 coins du pays. Sachant que la plupart ont bénéficié de contrats de concession en moins de 5 ou 6 ans. Nous sommes aujourd'hui en présence des investisseurs qui ont bénéficié de permis de construction pour entamer leur projet. C'est une plus-value pour la wilaya. Une véritable valeur ajoutée pour le développement local. Les investisseurs de leur côté n'ont pas manqué de saluer cette initiative. C'est une bonne initiative qui encourage l'investissement dans la région. Le président de la République a donné toutes les facilitations aux investisseurs. Aujourd'hui, nous allons mettre en application notre projet et aller de l'avant. On nous a appelés aujourd'hui pour nous donner les actes et les autorisations de construction pour entamer notre projet. Comme eux, ils sont de plus en plus d'entrepreneurs à investir dans le sud du pays, une région vaste, au fort potentiel et où les perspectives d'investissement sont innombrables. Et cela, les porteurs de projets l'ont bien compris. Et on s'intéresse à présent à la maison du futur du numérique à la Récup. C'est une habitation qui se promet d'être innovante. Elle sera plus verte et consommera moins d'énergie. Elle est imaginée et conçue en maquette par des étudiants en architecture rencontrés par notre équipe au salon Souknatek Expo au CIC. Alors, quel visage pour la maison de demain, Sofiane Hamoudi? À quoi ressemble la maison du futur ou la Smart House? Des jeunes architectes de l'université de Blida, Saad Dahleb, l'ont déjà imaginé et conçu. Une maison avec une architecture éco-responsable, ultra connectée. Chauffage et éclairage actionnés par un simple clic via smartphone. C'est une nouvelle technologie qui est adaptée à travers le monde. C'est une technologie nouvelle qui se base sur le smartphone. C'est l'intelligence d'une maison se base sur le smartphone où on gère tout seulement avec un smartphone. Avec un smartphone, on peut gérer l'électricité, on peut gérer la ventilation, on peut gérer aussi la sécurité d'une maison, comment accéder à une maison, comment accéder à son garage et plusieurs autres options qu'on peut utiliser dans cette technologie. Dans cette technologie, on la trouve dans beaucoup de maisons réalisées en Algérie. Ce n'est pas une technologie qui n'existe pas ou qui n'est pas utilisée en Algérie, elle est fortement utilisée. Cependant, les gens n'ont pas l'information peut-être. Ces jeunes architectes sont à la recherche d'investisseurs pour financer leurs projets et de promoteurs immobiliers pour les commercialiser. Dans le domaine de l'architecture, le développement recherché, c'est le développement du confort. Donner un maximum de confort à une maison et essayer surtout de minimiser la consommation énergétique, un maximum. Pour la maison de demain, on propose surtout des maisons avec une technologie assez développée et un respect de l'environnement maximum. On respecte notre environnement et on se développe dans le côté technologique. C'est ça la maison qu'on recherche pour donner un maximum de confort aux gens.
Selon les concepteurs de Smart House, ce projet est fiable et prometteur. Il suffit de se munir de cette technologie, l'intégrer à son smartphone et le connecter bien aux différents appareils et produits électroménagers. Covid-19, la flambée des contaminations se poursuit au vu du dernier bilan du ministère de la Santé. Il fait état de 596 nouveaux cas confirmés, 319 guérisons et 10 décès malheureusement à déplorer. Une situation épidémiologique marquée également par la détection de nouveaux cas d'Omicron, un variant moins virulent mais plus contagieux que le Delta. Des chiffres donc en hausse et qui continueront d'augmenter si les gestes barrières ne sont pas respectés. Le vaccin, quant à lui, protège contre le Covid et ses éventuelles complications. Les grandes surfaces réadaptent leurs mesures préventives. Les clients rencontrés par nos équipes se disent conscients de l'importance de se faire vacciner. Kemlia Mellal. Avec l'augmentation du nombre de cas positifs au coronavirus, le risque d'une nouvelle vague inquiète de plus en plus. Nous nous sommes rendus dans l'un des centres commerciaux de la capitale pour voir comment les citoyens se comportent face à cette nouvelle recrudescence de l'épidémie et l'apparition du nouveau variant Omicron. Respectent-ils les gestes barrières? Sont-ils conscients de l'importance de se faire vacciner? L'État à lui seul ne peut limiter la propagation de la pandémie. Nous avons nous aussi notre part de responsabilité. Nous devons nous vacciner, c'est le meilleur moyen de se protéger. Il n'y a pas longtemps que j'ai perdu un ami. J'ai discuté avec lui il y a quelques jours. Il me confiait qu'il souffrait d'une simple grippe. Le lendemain, j'apprends que son cas s'est dégradé. Cette pandémie fait vraiment peur. Il y a peu de gens qui respectent les gestes barrières. Il semble que les seniors sont plus conscients de la gravité de cette pandémie que les jeunes. Veiller au respect des gestes barrières, c'est la mission de ces agents de contrôle. Ici, par exemple, dans ces grandes surfaces, le dispositif de prévention et de lutte contre la pandémie a été renforcé. Nous prenons les dispositions nécessaires pour protéger la santé des clients. Le port du masque de protection est obligatoire. Nous mettons également à leur disposition des gels hydroalcooliques. Nous veillons au respect de la distanciation physique au moment où les clients passent à la caisse. Le ministère de la Santé appelle à respecter les gestes barrières et se faire vacciner afin de freiner la transmission du virus. À Constantine, comme partout ailleurs à vrai dire, les mesures barrières sont parfois bafouées, voire même oubliées. Pourtant, tout citoyen se doit de les respecter, notamment les usagers des transports en commun qui sont dans l'obligation de porter un masque et respecter la distanciation sociale. Une campagne de sensibilisation a été organisée par les brigades de la DGSN. Walid Yousfi pour les détails. Les masques de protection et la distanciation sociale font partie du quotidien. Des mesures que certains ont adoptées, mais ils sont minoritaires. La tendance actuellement est au relâchement, une négligence qui a contribué à l'augmentation des cas de contamination dans le pays. Les transports en commun en sont l'exemple le plus criant. J'ai oublié mon masque de protection au travail. Je suis d'accord, on doit tous le porter pour se protéger. Je porte toujours le masque de protection et je continuerai de le faire jusqu'à ce que le virus disparaisse. Il y a des fois où j'oublie de porter mon masque de protection. Généralement, je mets toujours un masque quand je suis à l'université ou dans un endroit public. À Constantine, la Sûreté nationale profite de chaque occasion pour sensibiliser la population et rappeler l'importance de respecter les gestes barrières. C'est une bonne chose que les éléments de la police organisent des initiatives comme celle-ci. Nous sommes allés dans plusieurs espaces publics où il y a du monde pour sensibiliser les gens et distribuer un grand nombre de masques de protection. Face à la recrudescence des cas positifs de coronavirus dans le pays, la vaccination et le respect des gestes barrières restent un impératif pour préserver sa santé et endiguer la propagation du Covid-19 en Algérie. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, est ce samedi dans les camps de réfugiés à Tindouf, où il rencontrera des dirigeants sahraouis. Il s'agit là de la deuxième halte de la première tournée de l'émissaire onusien pour le Sahara occidental dans la région, dans le but de discuter des voies et moyens de relancer le processus du règlement du conflit au Sahara occidental. Une mission qui s'annonce difficile et parsemée d'embûches. Emel Bouarba.
C'est une mission ardue qui attend l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, compte tenu des manœuvres de l'occupant marocain visant à freiner toute solution pour aboutir au droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Le diplomate chevronné devrait rencontrer aujourd'hui les dirigeants sahraouis, dont Brahim Ghali, président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario. Cette visite intervient dans un contexte assez particulier. Vous n'êtes pas sans savoir que Staffan de Mistura est le 5e envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies qui nous rend visite. Mais cette fois-ci, le contexte est différent, car nous sommes en guerre contre les forces d'occupation marocaines après que ces dernières aient rompu les accords de cessez-le-feu le 13 novembre 2020, ce qui a conduit non seulement à l'effondrement de 30 ans d'accalmie et de cessez-le-feu, mais aussi au blocage du processus de paix initié par les Nations Unies au Sahara occidental. Cette rupture a remis en question tous les efforts onusiens et nous sommes retournés au point de départ à cause de cela. Nous allons donc écouter attentivement M. de Mistura et nous allons lui exposer clairement nos positions relatives au processus de paix et ses perspectives. Nous n'allons pas nous précipiter avant d'avoir écouté ce qu'il a à nous dire. Nous n'avons pas beaucoup d'attentes, étant donné que c'est une simple visite. Le Front Polisario ne sera pas dans une position de négociateur, mais simplement à l'écoute. La mission de l'émissaire onusien est donc parsemée de défis et d'obstacles. Il devra faire face aux entraves dressées par le Merzen visant à perturber son travail depuis sa nomination en novembre dernier. L'occupant marocain qui sape tous les efforts de résolution du conflit sahraoui poursuit ainsi en toute impunité ses atteintes aux droits du peuple sahraoui. Et on arrive au sport avec la CAN 2021 de football au Cameroun. Les Verts affronteront demain dimanche à 20h la Guinée équatoriale qui se prépare. Un match décisif face à un adversaire totalement méconnu puisque ce sera la toute première fois que l'équipe nationale affrontera cette équipe. Notre envoyé spécial à Douala, c'est Alec Felak. Accrochée par la Sierra Leone pour son entrée en lice dans cette CAN 2021, la sélection algérienne devra montrer un autre visage ce dimanche face à la Guinée équatoriale battue quant à elle par la Côte d'Ivoire. Castonapo, le coach équato-guinéen, revient justement sur la contre-performance des Verts lors de ce premier match. Pas seulement nous, tout le monde a été surpris parce que l'Algérie, c'est la meilleure équipe d'Afrique maintenant, l'une des meilleures équipes au monde entier. S'ils ont fait match nul contre la Sierra Leone, c'était étonnant. On n'espérait pas cet résultat. Castonapo veut croire en les chances de son équipe de créer l'exploit face au Fennec, même s'il reconnaît que la préparation pour ce tournoi a été fortement perturbée, en raison notamment de la crise sanitaire. Avec tous les éléments qu'on a, on verra ce qui va se passer, même si, comme les autres clubs, on a des cas de la pandémie qui circulent parmi toutes les équipes au monde maintenant. Notre meilleur milieu de terrain n'est pas là. Il n'est pas là, Pedro Bian qui joue en Italie, à Sassuolo, il n'est pas là. Son cas, ça fait déjà presque 6 mois qu'il est absent au terrain. Mais avec ce qu'on a, on va voir. La confrontation de ce dimanche sera la première de l'histoire entre les deux sélections lors d'une phase finale de la CAN. Le sélectionneur national Djamel Belmadi anime aujourd'hui une conférence de presse d'avant-match contre la Guinée équatoriale au stade de Djapoma à 13h, suivie par la dernière séance d'entraînement prévue à 18h au niveau du terrain annexe sud de la même enceinte. Et en attendant cette rencontre décisive, 2 matchs sont au programme de ce samedi, Nigeria-Soudan à 17h et Guinée-Bissau-Égypte à 20h. Direction Tizi Ouzou, dans le village d'Eit Hadda, pour vous parler de traditions à préserver, des traditions qui se transmettent de génération en génération. Et toute la beauté du lieu nous témoigne de la volonté de ses habitants d'en faire comme un livre ouvert d'histoire. Badea Marni. C'est au pied de ces montagnes majestueuses du Durdura que se dresse cette ancienne maison berbère.
Située dans le village Ait Hadda, à plus de 600 mètres d'altitude à Ain el-Hammam, cette maison a été à moitié transformée en un petit musée. Ses propriétaires Nemelika et Da Mohamed rendent ainsi un hommage à la mémoire des anciens. Cette maison est vieille de 60 à 70 ans. Ma belle-mère y vivait avec mon beau-père et tous leurs enfants. Nous souhaitons paix à Nafatma. Nous gardons cette maison ancienne intacte en souvenir d'elle. Cet outil de tissage entre mes mains lui appartient. Il dépasse 40 à 50 ans d'âge. Cette maison a été achevée en construction aux environs de 1956. D'anciens matériaux de construction locaux de notre région ont été utilisés, à savoir la terre et la pierre. Toute la famille y vivait dans les anciens temps. 48 membres ont tous vécu ici, dans la solidarité et le respect. Nous souhaitons que cette nouvelle génération prenne conscience de l'importance du patrimoine ancestral pour le préserver encore. Construite dans les années 50, cette ancienne bâtisse résiste aux aléas du temps et à la rudesse de Dame Nature. Ici, dans cet endroit, nous trouvons des outils très anciens, datant de plus de 80 ans pour certains. Des tapis, des poteries, des ustensiles en métal, en cuivre, des souvenirs aussi de cette région qui pratiquait le métier de la forge. Notre village Ait Hadda est riche de son histoire. Il a participé à l'indépendance du pays. Nous étions des forgerons. Nous fabriquions de nombreux outils pour la vie quotidienne, y compris pour l'agriculture, des haches, entre autres. 7 outils pour travailler la terre est ancien, de 80 ans. Les enfants sont initiés au respect du patrimoine et des coutumes ancestrales. Myriam, Lydia et les autres enfants rendent souvent visite à Namelika et à Da Mohamed. On leur inculque très jeune à aimer leur patrie et à préserver leurs traditions. J'adore cette ancienne maison de Nana Malika. Je suis contente de connaître et d'apprendre à préserver mes traditions, celles laissées par nos ancêtres. Je viens toujours chez Nana Malika pour voir comment vivaient mes grands-parents. Ma grand-mère, paix à son âme, traitait la laine avec cet outil de tissage. Préserver un patrimoine, c'est préserver une mémoire. En quelques instants seulement, cette maison a réveillé en nous les souvenirs d'une époque où les familles étaient réunies autour d'un canoun, le bon vieux temps d'une vie simple loin des écrans et de toutes les technologies numériques. Et à l'occasion de la célébration du Nouvel An Yenayer, l'APC d'Alger Centre a convié des artisans de plusieurs régions du pays pour célébrer comme il se doit notre riche patrimoine amazigh, pour les grands comme pour les petits, Lemia Boudbouda. La capitale s'est réveillée ce matin sous les airs festifs de la célébration de Yenayer. Un riche programme a été concocté par l'APC d'Alger Centre intitulé Yenayer de 1972 Esges Mges. Aujourd'hui, la commune d'Alger Centre a organisé cet événement dans sa 3e édition. Il y a déjà des troupes folkloriques qui vont défiler devant la population de la commune d'Alger Centre et les communes avoisinantes. Il y a aussi des expositions, des bibliographies des grands rois nomades. Plusieurs associations et troupes folkloriques sont venues des 4 coins du pays pour partager la richesse de notre beau patrimoine. Nous sommes venus présenter le folklore de Sidi Bel Abbas. Le ballet pratique 7 danses, Telvi, Kabyle, Chaoui, Naili, Nhari, Lahlaoui, Sof et Dziri. Bonne année à tous les Algériens et à tous les Amazirs. À travers cette activité, on a voulu mettre en évidence nos valeurs et nos traditions. La tenue que les gens portent, j'aime beaucoup la qualité de la tenue. Ensuite, il y a la danse qu'ils étaient en train de faire ici. Je sens qu'il y a une cohérence entre
eux, entre les danseurs, ils savent bien se positionner, ils dansent et avec amour et plaisir. Avec ces expositions ventes, les traditions amazighs étaient à l'honneur. C'est une très bonne initiative. Toutes les wilayas sont représentées. Les familles sont joyeuses. Ces ambiances nous ont manqué. Nous, les artisans, nous sommes très heureux de vous présenter nos produits. Dans cette Haïma, Yenneyer, le nouvel an amazigh, est célébré dans toute sa diversité culturelle. Automatiquement, on a gardé les traditions, mais légèrement revisitées, comme vous voyez là. On a nos reines berbères. On a mixé la tenue. Mais on ne va pas trouver une tenue précise, on peut trouver un cocktail, une touche chaoui, une touche sahraoui, tout ça. Et ça fait le but de c'est réunir Gabladma. Une journée festive pour les grands et les petits qui ont eu le choix entre le paint-face et les animations. Une ambiance qui a permis aux Algérois et aux visiteurs de la capitale de prolonger la fête de Yenneyer. Et on termine avec ce retour en force d'une association sur la scène musicale. Un riche programme pour les amoureux du 4e art. Yamina Saïdi a assisté hier à l'une de leurs prestations. Regardez. À quelques minutes du spectacle, les musiciens et les danseurs de l'association Ahl El-Fen se préparent à monter sur scène. Après plus de 2 ans d'absence due à la pandémie, ils sont impatients de retrouver leur public avec un programme riche et varié. On a repris des chansons patrimoine algérien et revisité avec une musique et des mélodies nouvelles, toutes fraîches, avec une belle jeunesse, espérant être à la hauteur de notre public qui nous a tellement manqué. Ça fait 2 ans qu'on prépare quand même cet enregistrement avec la crise sanitaire, qu'on ne pouvait pas être à jour par rapport à ça. Alhamdoulilah, aujourd'hui on a pu réaliser quand même notre projet. Donc c'est le double album, les faits de l'andalou, de la musique andalou, de la musique variété, de la musique algérienne en général, même kabyle, même de tous les styles, voilà. اليوم راح تشوفوهم في كاع les styles inchallah. Emporté par diverses mélodies de différents styles musicaux, le public a voyagé de l'andalou au gharnati en passant par le haouzi ou encore le haddi. Un spectacle riche et unique en son genre, toujours inspiré du patrimoine algérien avec quelques touches occidentales. Ils ont fait une diversité entre musique, danse, c'était vraiment particulier. Je suis vraiment impressionné par ce qu'ils ont démontré sur scène. C'est des jeunes, vraiment des jeunes, ça fait vraiment plaisir. Donc à chaque spectacle, je viens, je les encourage et tout. Ça devient une famille, c'est une famille. Donc je les encourage vivement, surtout Madame Céline Boulahla. Une prestation artistique de 2 heures interprétée par Nesrine Bourahla et son orchestre qui ont ravi l'ensemble des spectateurs avant d'annoncer la sortie de leur dernier album intitulé Andalousiria. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 19h avec Kemal Souig. Tout de suite, ce sont les prévisions météorologiques avec Mina Abed. Excellente journée à tous sur Canal Algérie.